Bonsoir. Elle est si facile à jeter, la vaisselle en plastique de nos fêtes et pique-niques. Il va falloir changer nos mauvaises habitudes. Quelle matière choisir qui pollue le moins possible? Polystyrène, bambou, carton, canne à sucre, etc. Et la toute nouvelle tendance est au réutilisable consigné. Initiative privée, mais que font les politiques pour réduire les tonnes de plastique produites, achetées, jetées? On parlera de tout cela ce soir. Recyclage aussi, un téléspectateur se pose la question pour les batteries des voitures électriques. Il n'est certainement pas le seul. Qui les recycle, où et comment? Réponse détaillée ce soir. Sans oublier une histoire assez insoluble mais éclairante liée à une commande sur Internet. Dans l'océan des déchets en plastique que nous produisons, achetons, jetons, il y a la vaisselle, assiettes, services, verres pour les anniversaires, pique-niques, événements en plein air, etc. C'est vrai qu'on ne laisse plus traîner tout ça sur les pelouses comme auparavant. On remplit des poubelles avec bonne conscience. Mais il y a moyen de faire autrement. On va le voir en détail en commençant par une nouvelle tendance qui s'impose petit à petit, la vaisselle réutilisable consignée. Là, c'est pour vous, oui. Qu'est-ce que vous dites de cette vaisselle réutilisable? Je pense que c'est génial, c'est un bon concept, ça permet à la fois de réutiliser, de ne pas jeter les déchets, et c'est un vrai concept. Et je pense qu'on devrait mettre ça partout en Suisse. Moi en tout cas je trouve ça génial, ça se met gentiment en place. Mais juste il y a quelque chose qui me déplaît un peu, c'est que malgré ça on utilise toujours des fourchettes, etc. en plastique. Du coup ça se met en place mais pas à 100%, du coup je suis un peu partagée mais c'est un bon début. Avant les vaisselles, les poubelles étaient pleines de déchets, donc je pense que c'est beaucoup mieux. Depuis septembre 2017, les PFL vit alors de la vaisselle réutilisable. Fini les barquettes à usage unique. À de très rares exceptions près, tous les restaurants et les food trucks du campus jouent le jeu. 10 francs la consigne, cher? Bon, c'est égal, c'est une consigne au final. Enfin, on la ramène, on avait 10 francs, c'est égal. Les PFL a choisi de devenir partenaire de Recircle, une entreprise qui met à disposition bols et assiettes réutilisables contre une caution de 10 francs. Et ben voilà, merci, si vous avez faim, vous revenez, vous savez. Hein. Pour moi, c'est merveilleux. Alors, j'ai tout de bon à dire. Moi, ces boîtes, ça m'évite d'aller acheter faire les magasins déjà pour acheter des box. Je paye le lavage uniquement. Pareil, à l'université de Genève, la vaisselle jetable est bannie. Ici aussi, les plats à l'emporter sont servis dans de la vaisselle réutilisable. Bonjour. Globalement, je crois que les retours ont été extrêmement positifs. Les gens nous disaient, mais finalement, pourquoi vous n'aviez pas pensé avant à faire ça? Parce que vraiment, c'était quelque chose de très évident. Et les habitudes se sont très vite changées, en fait. Aujourd'hui, plus de 500 restaurants et cafétérias en Suisse sont partenaires de Recircle, à 150 francs de cotisation par année, plus l'achat de la vaisselle. Recircle a pris grand soin pour mettre au point ses contenants à usage multiple. C'est du plastique basé sur le pétrole, mais c'est un terephthalate qui n'est pas nuisant à la santé. On a fait tous les tests de migration et puis on a toutes les certifications pour contact avec la nourriture. Recircle affiche un bilan écologique positif, mais l'entreprise veut d'abord contribuer à modifier les comportements. Pour supprimer le jetable, il faut une vaisselle utilisable de très nombreuses fois. On garantit minimum 100 fois sans que ça change la couleur ou la touche. Mais on a des restaurants qui ont utilisé beaucoup plus de fois. Si on ne coupe pas dedans, on peut les utiliser 300-400 fois. À Neuchâtel aussi, l'opération intitulée « Box ton lunch » veut en finir avec les poubelles qui débordent. Ici, on utilise encore du plastique jetable, mais on encourage le réutilisable. On pousse les gens à venir avec leurs propres contenants à la place de ces box à usage unique et puis de prendre leur nourriture là-dedans. Assiette végétarien Non, je vais prendre poulet curry.
Laetitia Estève a contribué à l'élaboration du projet en visitant des dizaines de restaurateurs prêts à participer à l'opération. Là, on a déjà plus de 20 points de vente qui ont été répertoriés, alors qu'on s'est lancé il n'y a pas très longtemps encore. On va pouvoir avoir plusieurs indicateurs, notamment on a mis en place des cartes de fidélité, donc on va voir quel est le retour par rapport à ça. Dans l'idée, c'est toujours de diminuer vraiment les emballages et l'utilisation de plastique pour un usage très court dans notre quotidien. À bientôt. Merci, au revoir. Réunion de classe à Mathot, au-dessus d'Yverdon. Une vingtaine de convives se retrouvent pour un repas. Pour l'occasion, pas de jetable, la vaisselle a été louée chez Ecomanif. 40 francs le kit pour 40 personnes. C'est vrai que ça m'embêtait d'acheter de la vaisselle jetable et de remplir un sac poubelle avec une vaisselle utilisée qu'une seule fois. Alors j'ai trouvé cette solution de vaisselle réutilisable qui peut être louée et rapportée sale en fait à Ecomanif en fait. À Yverdon, Ecomanif a mis en place dès 2010 un système de vaisselle réutilisable destiné aux manifestations, petites et grandes, privées ou publiques. En 2010, on a lavé 60 000 gobelets. L'année dernière, on en a lavé 3,8 millions. Donc voilà, c'est quand même, voilà, il y a quand même 3,8 millions de personnes qui ont utilisé notre vaisselle. Donc que ça soit Festinoche, que ça soit les fêtes de la Cité à Lausanne, et cette année la fête du vigneron, voilà. Au fil des années, on est devenus des pros de la vaisselle réutilisable. On fait ça dans une laverie qui est super équipée, qui est contrôlée régulièrement au niveau de l'hygiène, parce que on ne peut pas se permettre de mettre de la vaisselle à disposition qui a une trace de rouge à lèvres ou qui a des piqûres de moisissure à l'intérieur. Pour évaluer le bénéfice environnemental de sa vaisselle réutilisable, Ecomanif a mandaté une entreprise spécialisée en impact écologique, Cantis, qui a développé un calculateur qui permet de chiffrer précisément cet impact. Donc si je prends un exemple d'une manifestation qui peut se dérouler à Sion ou à Delémont, enfin environ 120 km de distance de chez nous, et qu'ils utilisent 20 000 gobelets sur la manifestation, donc c'est une manifestation où on compte entre 7 ou 8 000 personnes, on voit qu'en utilisant du gobelet réutilisable, on va avoir un gain de CO2 d'environ 500 kg pour la manifestation, ou 2000 km de voiture. Au niveau des ressources, au niveau de l'eau prélevée, au niveau de la saturation écologique, tous ces indicateurs montrent le bénéfice d'utiliser un gobelet réutilisable. Si maintenant je dis, je vais laver mes gobelets à 700 km de la manifestation, l'impact du transport sera important, et puis là, on a intérêt à travailler avec du jetable. Autre formule à QI pour le festival de jazz. La taille de la manifestation rend ici plus utile de laver la vaisselle sur place. Le plastique, pour tuer toutes les bactéries, doit tenir un peu plus d'une minute à plus de 60 degrés. Les spécialistes vous diront, mais ces machines sont faites vraiment pour ça, pour tuer toutes les bactéries. Comme ça sort nickel propre. Les avantages, c'est de pouvoir laver sur place quand c'est des grandes séries. C'est-à-dire qu'il faut au minimum 10 000 personnes par jour, à peu près, et puis sur plusieurs jours. Dans le Lavaux, au printemps, le QI Jazz accueille plus de 60 000 spectateurs en une solide semaine de festival. Question déchets, la manifestation est devenue l'exemple à suivre, puisqu'ici, sur les bords du Léman, toute la vaisselle est consignée. Aucune assiette, ni verre, ni gobelet, ni couvert ne finissent à la poubelle. Comptez une consigne de 3 francs par assiette, 2 francs par verre, 1 franc pour une fourchette ou un couteau. Pour s'imposer, cette formule a demandé de la persévérance. Il a fallu beaucoup expliquer aux gens. Donc les stores nourriture, eux, ont dû prendre beaucoup de temps à expliquer que c'est du lavable, que c'est pas à mettre à la poubelle, que oui c'est cher, mais l'argent, on va vous le rendre. Donc ça, il a fallu peut-être une année, il y a un petit peu de battement. Et puis les stores nourriture, ce qui était plus compliqué à gérer, c'était leur peur et leur angoisse que ça marche pas. C'est très très bon parce que regardez, il n'y a pas un assiette qui traîne, tout est propre. Ici, avec le système qu'ils ont, les assiettes, ça ne me coûte rien du tout. Donc pour moi, c'est une grande économie parce que je ne suis pas obligé d'aller acheter des assiettes jetables. Donc ça va. Merci, au revoir.
Le système est aussi intéressant financièrement pour l'organisation. Les festivaliers ne retournent pas toujours les verres qu'ils collectionnent. C'est autant d'argent qui reste dans les caisses du festival pour payer la vaisselle et alimenter un petit bénéfice. Autre avantage de la formule, à l'heure du QI Jazz, fini les camions dans les rues du village. Stéphane, les voyages à la déchetterie avec la gestion des déchets au festival, ça a évolué comment? Grande diminution des déchets. Avant, on était obligé d'utiliser un bus 14 ou 16 mètres cubes. Et maintenant, on peut tout faire à vélo et avec des remorques, des petites remorques. Et je pense qu'on a diminué de, je sais pas, en tout cas de moitié ou de 2/3 au moins. Bonsoir François. Bonsoir Manuel. Vous avez réalisé ces reportages avec Olga Baïf. Alors, est-ce que ces modèles économiques de vaisselle consignés, réutilisables, lavables sont des modèles rentables? C'est difficile à chiffrer. Plus de camions dans les rues de QI, par exemple, pour débarrasser les poubelles. Dans quelle poche? Comment est-ce qu'il faut comptabiliser ça? Ce qui est sûr, c'est qu'à QI, par exemple, l'entreprise Molotov, elle travaille avec des bénévoles et avec des gens qui viennent d'un foyer pour handicapés. À Yverdon, Ecomanif travaille aussi avec des gens qui sont en stage de réinsertion sociale ou professionnelle. Donc, on n'est pas dans un modèle d'affaires complètement classique. En revanche, Recircle, alors eux, c'est 150 francs de cotisation pour les adhérents par année, plus la vaisselle. Quand on leur pose la question, ils froncent un petit peu les sourcils sur cette rentabilité, mais ils soulignent aussi qu'ils veulent surtout contribuer à changer les habitudes, passer du jetable au réutilisable. Ce qui est tout à fait honorable. Et maintenant, pour un anniversaire ou un pique-nique, vous n'allez pas jouer la carte de la consigne. Évidemment, vous avez un choix important d'alternatives au plastique jetable. Il y a des assiettes à usage unique en feuilles de palmier, canne à sucre, carton, des assiettes réutilisables en plastique ou en matière naturelle. Regardez. Déjeuner sur l'herbe. Quoi de plus agréable par un bel après-midi de printemps? Il fut un temps où la vaisselle en porcelaine rendait le pique-nique un rien luxueux. Aujourd'hui, assiettes et couverts répondent le plus souvent à des besoins pratiques. Ces assiettes, nous les avons soumises à Jérôme Paillet, chercheur à l'EPFL et spécialiste de l'analyse du cycle de vie des produits. Nous lui avons confié le soin d'examiner 11 assiettes conçues pour une utilisation en campagne, hors de la maison. Nous, la règle qu'on applique en matière d'évaluation produit, c'est qu'on se réfère à un périmètre fonctionnel. Ce qui nous intéresse, c'est la fonction du produit. On prend en compte tout ce qui est nécessaire pour la réalisation de cette fonction. On prend en compte le transport par bateau, on prend en compte le transport par camion, on prend en compte la matière première. Donc, on peut, avec l'analyse du cycle de vie, faire la distinction entre les produits qui ne s'utilisent qu'une fois, ceux que vous avez là, et les produits qui peuvent s'utiliser plusieurs fois, ceux que vous avez là. Et on va les comparer sur une même base. Et ça, en fait, il y a un standard qui a été rédigé il y a une vingtaine d'années, 20 à 30 ans, qui s'appelle le standard ISO 14040 et 44, et qui permet d'évaluer n'importe quel produit dans n'importe quel endroit du monde. L'évaluation environnementale est une science jeune et nouvelle dans laquelle il importe de se poser les bonnes questions. Kylian, tu veux goûter? Non, je prends du café, moi. Savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas. On a plein de questions parce qu'on est toujours dans une évaluation qui est multicritère. On n'est jamais sur un seul critère environnemental. Et dans un sens, ça veut dire que peut-être la solution idéale en environnement, elle n'existe peut-être pas. Il n'existe pas de réponse juste une fois pour toutes. C'est la raison pour laquelle notre expert n'a pas classé nos assiettes par ordre de qualité ou de performance. Il les compare en distinguant d'abord si elles sont à usage unique ou réutilisables. Pas grave, Pierre. Puis, si elles sont à base de polymère, de plastique ou issues de la biomasse en matière naturelle. Ça marche, je vais voir la bière. Ah ouais, ça se voit. Ah ouais. Premier article, une assiette achetée 25 centimes la pièce au Maxi Bazar. Elle est en PS6, un produit synthétique, et vient de Chine. Pour arriver à faire un compte, non.
cette assiette polystyrène qui ne veut pas se défaire, mais qui accepte finalement, qui est capable de tenir avec ce niveau de résistance pour 8 grammes seulement, c'est quelque chose qui n'est pas aisé à réaliser. Ça va avoir une longue durée de vie. Mais voilà, la contrainte, c'est qu'un produit aussi homogène et de synthèse, il va rester pour des décennies, voire des siècles dans l'environnement. Il ne bougera pratiquement pas. Deuxième article, une assiette en polypropylène fabriquée en Roumanie, achetée 30 centimes la pièce à la Migros. Ça commence déjà à être plutôt un produit haut de gamme. Il y a une bonne résistance, il est blanc. Si on arrive à la maîtriser jusqu'au bout, très bien. Mais il suffit qu'il y en ait une qui parte dans l'environnement et elle ne bougera jamais. Une assiette en carton vendue 3,45 francs les 50 pièces, donc 7 centimes la pièce, les moins chères du lot. Elles sont importées d'Allemagne par la Migros, en carton mais pas seulement. On a un produit intermédiaire, celui-là. Parce qu'en fait, on a d'un côté des fibres, c'est issu de la biomasse. Et puis ici, c'est la face film plastifié qui est, lui, polymère. Un produit entièrement naturel cette fois pour cette assiette en canne à sucre. 70 centimes à la Coop, mais elle a longuement voyagé. Elle vient de Chine. Celle-là, c'est le soleil qui a travaillé pour faire la matière. D'accord ? Cette assiette-là, c'est le pétrole qui nous fournit la matière. On est sur deux champs tout à fait différents. Mais c'est pas parce que le soleil travaille pour faire la matière que ça va être bien. D'accord ? Parce qu'on peut avoir des assiettes qui soient faites à partir à base de biomasse, et on pourra en voir dans les exemples, mais qui requiert après beaucoup de transformations et assez lourdes pour arriver au résultat qu'on veut pour valoriser cette biomasse. D'accord ? Donc ça, le naturel n'est pas toujours synonyme de bon pour l'environnement. Il faut être un petit peu prudent. Encore une assiette à usage unique en feuilles de palmier, 60 centimes à la Coop. Le produit vient d'Inde. Donc, elle est issue de la récupération des feuilles de palmier. Elles sont récupérées et formées de façon à faire directement la forme que l'on a là. Donc, il n'y a pas de collage, par exemple. Donc, il n'y a pas de collage. Juste, elles sont pressées et séchées comme ça. Au plan environnemental, soit quand on a très peu de matière, ça peut être intéressant, soit quand on a une matière très peu transformée, avec juste une transformation mécanique, c'est quelque chose d'intéressant. Et l'autre avantage, c'est que si jamais au cours d'un pique-nique, on oublie une assiette comme ça dans l'environnement, elle ne sera jamais au milieu des océans. Voilà pour les assiettes à usage unique. La sélection d'assiettes réutilisables maintenant. On en compte 6. Là aussi, elles sont réparties en 2 groupes, les assiettes en matière naturelle et les assiettes en plastique. À commencer avec 2 modèles réutilisables en bambou. Un premier modèle importé de Chine, 9,90 francs la pièce chez Manor, c'est le plus cher de l'assortiment et de loin. Autre modèle chinois aussi, 3,25 francs la pièce chez Coop. La question qu'on se pose, c'est est-ce qu'on peut vraiment considérer qu'une assiette à base de biomasse qui est faite a priori sans substance polymère synthétique, est-ce qu'elle peut avoir la même durée de vie qu'une assiette, typiquement avec des usages au lave-vaisselle, qu'une assiette qui est faite à base de polymère? Ça, on n'a pas fait l'essai. 2,50 francs la pièce à la Migros, un article importé de Chine, déclaré biodégradable. Elle est faite à base de PLA, donc d'acide polylactique. Et ça, c'est une matière qui est issue de la biomasse. On l'a fait soit à partir de pommes de terre, soit à partir de maïs. Et le but, on extrait l'amidon, après on le transforme et après on en fait un polymère. C'est intéressant parce qu'on a un polymère qui a presque les mêmes propriétés que les polymères qu'on utilise communément pour les autres produits. Et il est issu de la biomasse. Mais on se rend compte, quand on compare une assiette comme celle-ci et une assiette comme celle-ci, en termes de dégradabilité, je ne suis pas sûr qu'elle soit vraiment comparable. Donc ça, c'est un des éléments qui va être nécessaire dans les années à venir de clarifier, c'est cette communication environnementale. Qu'on ait une même base pour communiquer sur les produits. Si on n'a pas ça, le consommateur a du mal à s'y retrouver. Parce que pour lui, ça et ça, c'est biodégradable dans les 2 cas. Mais scientifiquement, si on les met en condition de biodégradation, c'est pas sûr qu'elles soient biodégradables aussi vite l'une que l'autre. Enfin, 3 assiettes en matière synthétique, toutes réutilisables. Une assiette importée de Chine à 1,65 franc chez Manor. Un produit italien acheté chez Ikea, 3,95 francs pour 6 pièces, soit 65 centimes l'unité. Et enfin un produit relativement cher, 4,90 francs chez Interio. On est pratiquement sur un produit qui est presque comme du verre. Elle est lourde d'ailleurs, elle fait plus de 200 grammes. Et ça, c'est du polymère, mais elle est transparente. L'objectif, c'est de faire comme du verre.
Quand on compare ces 3 assiettes, là on arrive vraiment sur des produits qui sont faits pour avoir des durées de vie longues. C'est pas fait pour partir à la poubelle après une utilisation. Tous les produits qui sont utilisables plusieurs fois ont toujours moins d'impact sur l'environnement. Donc on aura toujours tendance à suggérer d'avoir des produits qui soient utilisés plusieurs fois. Si la personne veut absolument avoir quelque chose parce que, pour raison X ou Y, elle ne peut pas faire autrement qu'avoir un usage unique, alors là, j'aurais tendance à dire, veillez à ce qu'il y ait un usage unique où on soit certain qu'il ne laissera pas de traces indélébiles dans l'environnement. Reste une assiette que nous n'avons pas strictement évaluée. Une assiette à usage particulier, mais unique. C'est un peu sec, mais c'est mangeable, hein. François, alors cette assiette qui se mange, vous l'avez goûtée? Mais bien sûr, et vous savez que ça tient même le micro-ondes. Hein. Alors, on l'a goûtée, elle est en son de blé. C'est un peu dur à mastiquer. Alors, avis aux amateurs, hein, j'en mangerai pas 50, ça c'est sûr. Mais alors, une chose qui est certaine, c'est que c'est parfaitement biodégradable. Hein. Ça, au compost, c'est dégradé en une 40aine de jours. Vous la feriez goûter à vos convives? Avec plaisir. Mais non, il y a un côté rigolo quand même. D'accord. Qu'est-ce qu'il faut retenir au final de tout ce qui a été soumis à M. Payet pour avoir un impact le plus restreint sur l'environnement, le moindre impact possible? Alors on l'a vu, hein, le réutilisable, c'est vraiment la méthode à suivre. Il y a des calculs qui se font. Il faut réutiliser au moins 6 ou 7 fois pour avoir un impact moindre que le jetable. Il faut réutiliser le plus souvent possible, c'est certain. Sinon, si vraiment on n'a pas le choix, il faut privilégier les matières naturelles et, si possible, les moins travaillées. Alors, on avait l'assiette en feuilles de palmier. Elle vient de loin, c'est son inconvénient, mais elle est très peu travaillée. Sinon, un objet, un ustensile, plus il pèse lourd, plus il a été travaillé, plus il a un impact relativement important. Mais donc, 1, réutilisable. 2, si on n'a pas le choix, quelque chose qui soit naturel et qui ne vienne pas trop loin. Mais qui, de toute façon, va finir dans une poubelle quand même, on est d'accord. Alors, inévitablement, que ce soit à usage unique ou à usage multiple, ça va finir dans une poubelle. Enfin, on espère, hein, parce qu'il ne faut vraiment pas lâcher du plastique dans la nature. En Suisse, plus de 80% de nos plastiques sont incinérés. Donc, on est plutôt bon élève dans notre pays. Dans la poubelle, ça veut dire usine d'incinération, valorisation thermique, alors le plus tard possible pour le réutilisable, bien sûr. Et c'est vraiment le destin de ces assiettes en plastique parce qu'elles sont très difficiles. Le plastique est très difficile à recycler. On connaît le PET, ça fonctionne assez bien, mais sinon il faut que la matière soit absolument homogène. Il faut les mêmes plastiques pour pouvoir les recycler. C'est très difficile à obtenir, donc on brûle la plupart de nos plastiques. Recircle, hein, dont on a vu les box qu'on peut réutiliser, eux, pour le moment, cherchent à faire breveter un système qui permettra, mais là, ils maîtrisent le flux, c'est toujours les mêmes assiettes, pour vraiment les recycler. Ils ne l'ont pas encore trouvé. Alors, pour le moment, tout ce qui n'est plus utilisable est mis de côté jusqu'à ce qu'ils aient une solution pour un vrai recyclage. Et qui ne soit pas brûlé, finalement. C'est ça, oui. D'ailleurs, si vous voulez savoir comment se passe ce qu'on appelle joliment, vous l'avez dit, la valorisation thermique du plastique, rendez-vous sur le site internet d'À Bon Entendeur. Je vous propose une séquence en bonus. Un lieu où brûlent 170 000 tonnes de déchets par an. Récupérer la chaleur pour chauffer les habitations environnantes, c'est bien, mais il faudrait plutôt agir en amont. Et c'est ce que fait l'Union européenne, qui interdira les plastiques à usage unique à partir de 2021. Vaisselle jetable, sacs plastiques, emballage. Mais en Suisse, qu'est-ce qui se passe? Réponse très concrète. Regardez. Le dragon de Greenpeace a largement sillonné la Suisse romande ce printemps, avec un objectif: sensibiliser le public aux plastiques qui encombrent nos espaces et menacent tout l'écosystème. Greenpeace réclame ni plus ni moins que l'interdiction des plastiques à usage unique. La situation en Suisse, elle est très décevante au niveau des pouvoirs publics parce qu'en fait, on mise tout sur un côté volontaire des détaillants, c'est-à-dire des entreprises qui mettent en circulation ce plastique. Et puis finalement, on n'avance pas. Et vraiment, on attend des pouvoirs publics qui fassent quelque chose vraiment de concret, de réel pour éliminer ces emballages. Le lobbying de Greenpeace fait pression sur la Berne fédérale, jugée trop laxiste. Mais cet avis n'est pas partagé par tout le monde.
Je dirais qu'en Suisse, nous avons les bases légales qui permettent déjà à la Confédération avec les cantons, en collaboration avec les milieux économiques, de prendre des mesures par secteur. Ici au Parlement, nous sommes en train de faire entériner une motion de commission qui sera au mois de juin prochain au Conseil des États, elle a déjà passé au Conseil national. Et cette motion de commission demande à ce que le Conseil fédéral étudie et prenne des mesures pour lutter efficacement contre l'atteinte à l'environnement due au plastique en regardant quelles sont les principales sources. Au niveau du Parlement, il n'y a pas cette volonté de mettre un holà à ce plastique. Greenpeace a essayé d'abord de faire la transparence. On a demandé, dans le cadre d'un questionnaire à la grande distribution, c'est-à-dire à Migros, à Coop, de décrire leur empreinte plastique. Ils nous ont rien donné. Alors on est allé nous-mêmes avec nos bénévoles dans les filiales. On s'est concentré sur une denrée alimentaire, un légume, c'est les tomates. Et on s'est rendu compte que juste pour les tomates, il y avait une quantité incroyable de plastique qui était utilisée. L'Union européenne interdira les plastiques à usage unique en 2021. En Suisse, on cherche des voies plus souples. Nous, on veille à privilégier plutôt des solutions de branche. Je tiens à rappeler que nous avons 80% des plastiques qui sont soit incinérés, recyclés. On doit faire encore des améliorations au niveau du recyclage. Mais si l'on interdit, il faut trouver aussi des alternatives à ces différents produits, ce que nous n'avons pas automatiquement. C'est la raison pour laquelle nous avons une approche ici pragmatique, une approche responsable pour pouvoir trouver des solutions de branche. La ville de Neuchâtel s'est déjà distinguée en voulant interdire les pailles en plastique. On lui a rétorqué que la mesure est de compétence fédérale. Qu'à cela ne tienne, Neuchâtel persiste et affiche une politique volontariste et engagée sur la question. On va le faire. Ah, mais si on pouvait réussir à faire changer la société par des accords de branche, ce serait magnifique, mais on a tous des intérêts à défendre et c'est bien compréhensible. C'est bien pour ça qu'il y a des lois qui existent, qui sont contraignantes. Et malheureusement, quand on essaie de faire évoluer la société sur certaines thématiques, on a de la peine à la faire avancer justement. Les jeunes nous le rappellent dans la rue avec cette grève pour le climat. À un moment donné, on est obligé de passer parfois par la contrainte, ce qui me désole en tant que PLR, mais ce qui est parfois nécessaire. Et c'est aussi dans ce sens-là qu'on a voulu amener cette symbolique avec les pailles en disant qu'on allait interdire les pailles ici en ville de Neuchâtel pour pouvoir vraiment démontrer qu'à un moment donné, on veut avancer, parce que ça prend trop de temps et il y a urgence. Les plastiques, c'est juste la troisième industrie la plus importante au monde après le ciment et l'acier en termes de quantité, matériaux, produits, en termes de consommation d'énergie. On peut faire des choses plus intelligentes avec le pétrole, qui est une ressource précieuse, que des objets qu'on brûle après, qu'on jette après un seul usage. Il faut savoir que 40% des plastiques sont utilisés pour les emballages et 95% de ces emballages sont jetés après un seul usage. Ça, c'est quand même pas normal. Il y a d'autres initiatives locales, comme celle de la ville de Genève, qui bannira en 2020 les plastiques à usage unique pour les activités qu'elle autorise sur son domaine public. Le canton de Genève, qui a interdit la distribution de sacs plastiques à usage unique. Solution discutée en Valais, le Tessin et le Jura en ont limité la distribution. Et si j'oublie d'autres exemples, n'hésitez pas à me les signaler. Des questions environnementales, vous nous en posez régulièrement, pas seulement liées aux déchets que nous produisons en masse, mais aussi au recyclage des batteries des voitures électriques. Un téléspectateur, Dominique Corpato, qui habite Genolier, nous donne l'occasion ce soir de comprendre un peu mieux qui fait quoi. On écoute d'abord ce qui le préoccupe. Je m'intéresse à un véhicule électrique. Ma voiture actuelle devient usée, devient vieille, et il faut que je la change. Et en combinant les transports publics et la voiture électrique, je pensais que c'était un bon moyen de se déplacer un peu différemment de ce que j'ai fait jusqu'à maintenant. Moi, ce qui me fait vraiment souci, c'est quand même le recyclage des batteries. Quand on pense, il y a entre 200 et 600 kilos de batteries par voiture. Ça fera des montagnes de batteries à recycler. C'est aussi peut-être à nous à se renseigner exactement comment ça se passe après. On a fait souvent l'erreur dans l'humanité de foncer dans un secteur et puis sans s'occuper de ce qui se passe après. Si on pose la question aux professionnels de la vente, pour eux, il n'y a pas de souci, tout est sous contrôle. Ils vont récupérer les terres rares, les métaux précieux qu'il y a dans les batteries, et on refait des nouvelles et on recommence. Qui c'est qui va faire ce travail ? Et surtout, où ça va se faire? Quel sera le pourcentage des batteries récupérées? Et qu'est-ce qu'on va faire du reste si ce n'est pas à 100%?
Actuellement, sur ma vieille voiture, on me donne souvent des cartes de visite pour l'exportation. Et j'aimerais savoir si ça va continuer comme ça, si ces gens vont prendre les anciennes voitures électriques avec les batteries usagées, et c'est eux qui vont s'occuper de ce problème-là, puis comme ça, nous, on est tranquille. Question d'autant plus importante que le nombre de voitures électriques augmente. Alors, qui va s'occuper du recyclage des batteries de ces voitures électriques? Où et comment? Je me tourne vers vous, Martin Luther, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes suppléant du chef de section déchets industriels à l'Office fédéral de l'environnement. Vous êtes en duplex de Berne. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, première question très simple. Concrètement, qui en Suisse s'occupe et où de ce recyclage des batteries de nos voitures électriques qui seront de plus en plus nombreuses d'ailleurs? Alors en Suisse, il y a l'entreprise Batrec qui est située près de Thun, qui s'occupe d'effectuer une première partie du recyclage qui consiste à traiter thermiquement la batterie afin de la préparer pour la récupération des métaux. D'accord. Alors, deuxième étape, il va falloir recycler les métaux et surtout une particule assez difficile à extraire qui est le lithium. Nos batteries vont être exportées vers l'étranger, si j'ai bien compris. Vers quel pays? Vers la Chine, par exemple? Non. Alors, pour effectuer la récupération des métaux importants comme le cobalt, le nickel ou l'aluminium, on exporte les batteries vers des pays comme la France ou l'Allemagne qui ont développé toute une technologie afin de récupérer ces métaux. En ce qui concerne le lithium, ce métal est utilisé à grande échelle depuis moins longtemps que les autres métaux. C'est pour ça que des procédés de recyclage bien établis n'existent pas encore. Et c'est pour ça que le lithium, en ce moment, est encore mis en décharge. En décharge. Alors ça, c'est vraiment problématique parce que ça veut dire qu'il y a finalement un déchet d'un métal qui est précieux. Alors, précieux, c'est... Enfin, justement, comme je vous ai dit, en ce moment, on récupère les métaux qui sont possibles de récupérer techniquement, donc le nickel, le cobalt, l'aluminium. Et en ce moment, pour le lithium, ce n'est pas encore possible, mais il existe des travaux qui sont faits dans le sens pour récupérer le lithium. D'accord. Alors, on sait que le nombre de voitures électriques qui sont vendues, non seulement vendues, mais achetées en Suisse augmente. Est-ce que la Suisse n'est pas véritablement sous-équipée pour le recyclage des batteries électriques? Alors, en ce moment, la Suisse profite des technologies qui ont été développées dans l'industrie étrangère d'une façon historique. Et donc, on exporte effectivement les batteries. Si le nombre de batteries à recycler devait augmenter fortement ces prochaines années, soit l'industrie actuelle augmenterait sa capacité afin de pouvoir traiter ces batteries supplémentaires, ou alors il se pourrait qu'une entreprise en Suisse soit créée pour effectuer le recyclage complet des batteries. Il n'y a pas un coup de pouce à donner du côté d'une institution fédérale comme l'Office fédéral de l'environnement? En ce qui concerne la gestion de ces déchets, l'Office fédéral de l'environnement n'intervient pas directement dans la chaîne de recyclage. C'est la loi, c'est le marché qui règle, qui gère quelles entreprises se créent ou pas, suivant l'offre et la demande qu'il y a sur le marché. Donc on laisse faire les fabricants, mais qui paye véritablement le recyclage de ces batteries de voitures électriques dont certaines sont un petit peu travaillées, je dirais, ici en Suisse et le reste va à l'étranger? Qui paye tout ça? Alors il n'y a pas de taxe de recyclage anticipée sur les batteries de voitures électriques. C'est la branche, donc par exemple les importateurs de voitures électriques, qui ont décidé de financer la collecte et le recyclage de ces batteries et les coûts de ces activités sont comprises dans le prix de vente des véhicules électriques. Est-ce qu'il y a au moins un contrôle de la part de l'Office fédéral de l'environnement que ces batteries suivent véritablement une filière de recyclage propre, éthique? Oui, alors parce que les batteries électriques sont des déchets spéciaux, donc les entreprises qui traitent ce genre de déchets en Suisse ont besoin d'une autorisation de la part d'autorités cantonales pour effectuer le traitement. Et les exportations de ces batteries sont soumises elles aussi à une autorisation de l'Office fédéral de l'environnement qui vérifie que le traitement à l'étranger soit conforme aux normes environnementales suisses. Donc vous pouvez nous assurer ce soir que le recyclage des batteries des voitures électriques se fait bien, en grande partie à l'étranger, mais se fait correctement? Oui, c'est correct. D'accord. Merci beaucoup pour vos explications. On en sait un peu plus ce soir grâce à vous et très bonne soirée à Berne. Au revoir. Merci, au revoir. Avant de jeter ou recycler, on achète de plus en plus sur Internet d'ailleurs, en oubliant souvent que s'ajouteront des frais de douane. Un chiffre intéressant, 1 fois sur 3, les Suisses achètent sur un site chinois. Mais on peut aussi le faire sans du tout se rendre compte et ça donne des situations assez compliquées, comme celle vécue par une téléspectatrice que Lison Méric a rencontrée.
j'étais sur Facebook, je regardais juste les différents événements et puis il y a eu une sorte de fenêtre qui est apparue avec des habits assez attrayants par un site qui s'appelait Light in the Box. Et donc c'est vrai que ça m'était jamais arrivé de commander à travers Facebook, mais là c'était vraiment des choses assez spéciales que j'avais jamais vues forcément ailleurs, enfin pour se déguiser, etc. Donc je suis allée voir directement sur leur site. Je pense que c'était un peu un achat d'impulsion, j'allais partir à une fête, j'essayais de me déguiser, j'ai trouvé marrant, enfin c'est venu comme ça un peu sur un coup de tête, ça me sauvait du temps d'aller faire les magasins, enfin voilà, c'était un peu ça, je trouvais ça chouette sur le moment. En commandant pour 86 francs sur le site Light in the Box, Nathalie pense avoir affaire à un site français. Pas une seconde, elle n'imagine passer sa commande en Chine. Selon ce spécialiste en marketing digital, quelques précautions toutes simples permettent de savoir à qui on s'adresse. Le premier réflexe à faire, c'est d'aller sur Google ou un moteur de recherche et d'effectuer une recherche sur le nom de ce site pour essayer d'en savoir un petit peu plus. Également avec les avis des consommateurs, c'est un peu la jungle certes, mais je pense que tout le monde a un peu appris à lire entre les lignes des avis consommateurs. Light in the Box, c'est un des tout premiers sites chinois qui est effectivement destiné à la vente à l'international, qui vend dans quasiment tous les pays du monde. Sur ces sites, le choix il est quasiment infini. D'ailleurs, il y a une astuce qui consiste à montrer des pages qui se défilent de manière infinie, ce qui rend l'exercice presque addictif, où on veut toujours en voir un peu plus, et c'est la caverne d'Alibaba. D'ailleurs, la preuve, le plus gros site chinois s'appelle Alibaba. J'ai attendu plusieurs mois jusqu'à que je reçoive en fait un courrier de DHL qui me demandait en fait les frais de douane pour l'arrivée du paquet en Suisse, qui étaient assez élevés, les frais de douane, c'était dans les 30 francs à peu près, qui me disait avec une pile comme ça de papier à peu près. Et là j'ai vu notamment que l'expéditeur était en Chine et que tous mes points de contact, notamment mon numéro de téléphone mentionné sur le document était faux. J'ai quand même réglé les frais de douane et puis j'ai attendu et attendu. Frais de douane compris, la facture grimpe à 114 francs. Mais où est le paquet ? Nathalie finit par s'impatienter et interroge la société chargée de la livraison. Et là, DHL m'a répondu que n'ayant jamais pu me joindre, n'ayant jamais pu venir livrer le paquet, le livreur leur avait demandé de détruire mon paquet et qu'il ne pouvait rien faire. DHL, qui pourtant ambitionne de livrer dans l'espace, bute ici sur un code d'entrée inconnu et un numéro de téléphone erroné. La société nous explique avoir envoyé un SMS à Nathalie, mais comme le numéro est faux, elle n'a évidemment rien reçu. DHL écrit « Cet envoi a été détruit sur instruction de l'expéditeur, détenteur du compte payeur ». Une pratique contractuelle. C'est un des composants du modèle d'affaires, effectivement, de détruire des marchandises lorsque cela coûte plus cher que de les recycler dans le circuit. Ce qui est évidemment scandaleux à notre époque, mais c'est un fait. Je sais pas si j'étais déçue, surprise ou si j'avais l'impression qu'on se foutait vraiment de moi. Ça m'a semblé étrange en tout cas qu'on détruise un paquet. Alors après on peut réfléchir à la durabilité d'un tel envoi si c'est mieux de le détruire. Mais en tout cas DHL m'a dit qu'il ne pouvait absolument prendre aucune responsabilité et que je devais contacter directement Light in the Box, ce que j'ai fait à plusieurs reprises et sous plusieurs créneaux que j'ai trouvés à travers leur site internet. C'était pas très facile à trouver. Et puis, je n'ai jamais eu de réponse. Nathalie se tourne alors vers PayPal, qu'elle avait utilisé pour payer sa commande. Elle ouvre un litige et cette fois obtient une réponse. C'est eux qui prennent contact directement avec le distributeur, ce qui a marché apparemment puisque j'ai eu une réponse la journée d'après, assez surprenante, en anglais, alors que ma demande avait été faite en français, avait bien expliqué tous les problèmes de l'envoi, et puis j'ai juste reçu une réponse selon laquelle le paquet n'avait pas encore été envoyé. Réponse de Light in the Box, votre paquet est encore en transit, nous vous prions aimablement d'attendre sa livraison. C'est manifestement faux. Le paquet a été enregistré par DHL Suisse en janvier et Nathalie en a payé le dédouanement.
c'est un robot peut-être qui a répondu de manière quasi automatique aussi. Vu le volume de marchandises et de potentiels litiges qu'ils doivent traiter, j'imagine qu'il y a déjà une première étape semi-automatique ou complètement automatique. Et je ne suis pas sûr que vous puissiez avoir un jour une réponse d'une personne responsable dans l'organisation. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de transparence. Ce qui est sûr, c'est beaucoup d'énergie en pensant qu'on va économiser quelques francs. Et puis ce qui est sûr aussi, c'est que si j'avais su ce qu'il y a derrière cette commande, même par rapport à mes valeurs, je ne l'aurais jamais fait. Parce que je suis quand même assez dans la durabilité et les choses comme ça. Et en plus, là, c'est finalement la parole des uns contre des autres. Et moi, je ne sais plus du tout à qui m'adresser. Je suis un peu en colère contre moi-même qui me suis fait un peu avoir avec ce genre de choses que je fais jamais d'habitude. Je suis plutôt produit de proximité, durable, etc. Puis là, j'ai vraiment eu l'aspect marketing qui a bien fonctionné sur moi, en tout cas. Et voilà, donc je suis en colère aussi contre ce système. En colère contre un système qui amène à détruire un paquet non livré plutôt que de le réacheminer. La pratique n'est pas exceptionnelle, mais les acteurs ne s'en vantent pas. Valérie Mouster, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes la responsable de la permanence juridique de la FRC. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais alors, cette histoire, c'est un véritable méli-mélo, puisque notre témoin a reçu le 25 avril un nouveau mail de Light in the Box lui disant que son paquet allait être acheminé. Donc, qu'est-ce qu'elle craint? D'en recevoir un deuxième qu'elle ne veut pas parce qu'elle veut être remboursée. Alors, qu'est-ce qu'elle peut faire? Est-ce qu'elle peut, par exemple, refuser de payer les droits de douane qui vont arriver avant le paquet? Alors, ce serait une fausse bonne solution parce qu'il y a quand même deux contrats, un contrat de vente et un contrat de transport qui est accessoire au contrat de vente. Donc, ce n'est pas en refusant les modalités du contrat de transport, c'est-à-dire en refusant de payer les frais de dédouanement, que ça va annuler le contrat de vente. Donc, il faut faire attention avec ce genre de démarche. Donc, ça, c'est pas une solution. Alors, elle va peut-être recevoir un deuxième paquet qu'elle ne veut pas. Est-ce qu'elle peut le renvoyer, le retourner? Alors, c'est vrai qu'on a pris pour habitude de pouvoir retourner les colis qui ne nous conviennent pas, mais il ne faut pas oublier que dans la loi suisse, le retour n'est pas prévu. Donc, quand on commande quelque chose, on est censé le garder. C'est seulement si le commerçant propose un droit de retour et aux conditions qu'il le propose que vous pourrez le faire. Donc, ça vaut des fois quand même la peine de prendre le colis, de regarder quelles sont les conditions pour le retourner. Est-ce que c'est gratuit? Est-ce que c'est payant? Parce que, comme je l'ai dit, ce n'est pas prévu dans la loi. D'accord. Donc, conditions générales, toute petite lettre au bas du site, il faut les lire. Voilà. Alors, ce Light in the Box est un site assez formidable parce que qu'est-ce qu'on peut y trouver? Je vous cite 2-3 choses que j'ai vues. Détecteur de métaux en vente flash, robe de mariée, prête à porter, montre, robinet, lampe, canne à pêche, etc. C'est une sorte d'Amazon chinois, en fait. Alors, tout à fait. C'est vrai que cette tendance de mettre plein de produits pour que les gens soient attirés en se disant mais qu'est-ce qu'il va encore y avoir? C'est un peu ludique comme aspect de présenter de la marchandise. C'est très important quand même de savoir qui est véritablement le vendeur à qui on va avoir affaire. Alors, c'est vrai que de nos jours, on a plus la simple relation acheteur-vendeur, on a plein de ramifications. Il y a des plateformes, il y a des vendeurs privés, il y a des vendeurs professionnels, il y a des intermédiaires. Donc, c'est vrai qu'on ne sait plus à qui on achète, qui va livrer la marchandise, qui a le stock. Et c'est des choses qu'il faut vraiment regarder. Et normalement, selon le droit suisse, l'information de qui est le vendeur et que les coordonnées physiques et un mail qui convient doit figurer sur un site de vente en ligne. D'accord, donc il faut certainement bien le chercher, mais on devrait pouvoir le trouver. Alors, il existe, me disiez-vous en préparant cette émission, des labels, au fond, qui recommandent des sites plus fiables que d'autres. Comment sont-ils, ces labels? Alors, tout à fait. En Suisse, on en a un qui vient de l'Association suisse de vente à distance, qui, justement, reconnaît certaines caractéristiques au site. On est sur un site fiable, pour autant qu'il n'ait bien sûr pas usurpé lui-même le label. Donc, il faut aller voir sur l'association en question, voir quels sont les membres pour s'assurer que le label colle bien avec leur liste. En Europe, il y a aussi d'autres labels comme Trusted Shop auxquels on peut se fier. Et souvent, ce sont des sites, en tout cas pour le Suisse, qui permet un droit de retour prévu. En Europe, il faut dire que le droit de retour est prévu dans la loi. Donc les Européens sont mieux protégés que les Suisses à ce niveau-là. Ce qui est quand même frappant, c'est que DHL a détruit le paquet et les objets commandés par notre témoin. C'est assez choquant quand même. C'est assez choquant, non, franchement, parce que je pense que DHL aurait quand même pu faire preuve de plus de diligence. Ils avaient l'adresse, ils avaient le mail de cette personne parce qu'ils l'ont très bien retrouvé après par rapport aux frais de dédouanement. Donc, à mon avis, on aurait pu attendre plus de DHL pour essayer de livrer ce colis. Alors, on a pris quelques renseignements. La Poste, heureusement, fait différemment, puisque quand un destinataire n'est pas trouvé,
retrouvé le colis est rassemblé dans un centre de dépôt des objets trouvés, si on peut dire, à Chiasso. Merci beaucoup pour ces explications. Très bonne soirée à vous. Merci. D'être venu. Avec plus de 1300 brasseries en activité, record mondial, la Suisse est le pays des brasseurs de bière par excellence. Et raison de plus pour vous en parler mardi prochain. D'innombrables variétés de bières se partagent le marché. Les modes se succèdent à un rythme effréné depuis quelques années. Ce sont les bières IPA qui ont la cote. Des sommeliers sont devenus biérologues et certains restaurants gastronomiques proposent désormais des menus qu'on déguste non pas avec du vin, mais avec des bières. Je me permets de vous présenter une Berliner Weiss de la brasserie Stone qui nous vient des États-Unis, de San Diego. L'intérêt aussi quand on fait une dégustation, c'est qu'on fait marcher tous nos sens. Et là, le premier sens que je vais faire marcher, autre que le sens du toucher, c'est l'ouïe. On entend le pchit et le bruit du métal. Reportage en Suisse et en Écosse, sans oublier une dégustation de bière blonde. La bière en business qui mousse, c'est mardi prochain. D'ici là, portez-vous bien. Très bonne fin de soirée.